l'Afrique. Vous verrez que chaque grande puissance a ses médias orientés vers l'Afrique. Radio France Internationale, BBC, VOA, Al Jazeera, Russia Today. Et comment l'Afrique réagit vis-à-vis de cela? Et justement, on en parle aussi, la réaction, on en parlera peut-être si vous voulez. Donc je voulais justement vous expliquer qu'ici, il s'agit de dire que le but n'est pas de nous informer, mais le but est davantage de nous désinformer, de nous instrumentaliser. Parce qu'en réalité, en géopolitique, si vous contrôlez l'opinion publique d'un pays, en fait, le pays vous appartient. Bien sûr, Herman. Jules Domché, je prends la 4e couverture de votre œuvre. Le présent ouvrage s'inscrit dans une logique de démonstration, de déconstruction de l'opinion publique qui pense que les médias internationaux présents en Afrique, tout comme les organisations non gouvernementales, sont neutres et travaillent généralement pour l'intérêt des Africains. Estimez-vous que ces médias-là, internationaux qui travaillent en Afrique, ne sont pas suffisamment neutres? Ils ne sont pas neutres du tout. Il ne faut pas se leurrer. Il faut qu'on arrête de se mentir. Aucun média, par principe, n'est neutre. Hein. Il faut qu'on arrête de se faire des fantasmes. Quand vous créez un média, ça veut dire que vous avez une idée, vous avez un objectif, vous avez une vision, vous avez un message à faire passer. Donc, aucun média n'est neutre, et surtout pas ceux-là. Leur ambition, effectivement, c'est de donner leur narratif, leur vision du monde et d'arriver justement à influencer nos habitudes de consommation. Quand vous voyez qui nous sommes aujourd'hui, ce que nous apprécions, ce que nous détestons, c'est conditionné justement par ces médias-là qui nous arrosent, qui nous montrent une certaine façon de voir le monde. Et vous faites bien de faire le parallèle avec les ONG. C'est la même chose avec les ONG. Ne vous méprenez pas. Human Rights Watch, International Crisis Group, Transparency International, ils ne sont pas neutres. Orientés. Ils ne sont pas objectifs. Alors, pas du tout. Totalement orientés. Mais dites-vous bien, madame, celui qui finance commande. Quel intérêt quelqu'un aura à mettre de l'argent pour faire le classement des pays les plus corrompus du monde? Il faut bien qu'il ait un intérêt. Selon vous, ce classement peut être biaisé? Enfin, vous dites peut-être, moi je dis il est biaisé. Très bien. Isabelle. En fait, vous qualifiez justement ces médias de néocolonialistes. Et finalement, quelle est la place des médias africains et surtout des réseaux sociaux vis-à-vis de ces médias que vous qualifiez de néocolonialistes? Enfin, je n'utilise pas vraiment le terme néocolonialisme, mais ça ne me dérange pas. La réalité, c'est que ce sont des médias qui ont une naissance coloniale. Quand vous prenez RFI, par exemple, c'était le poste colonial. Après, on l'a appelé émission vers l'étranger. Donc, il n'y a pas, j'ai envie de dire, de doute à avoir là-dessus. Le but, et je pense que celui qui en parle le mieux, c'est le président français, Emmanuel Macron. Vous vous rappelez qu'il y a cette guerre avec la Russie, qui est aussi une guerre de communication, où la France et d'autres pays occidentaux accusent la Russie d'instrumentaliser les Africains, d'avoir des trolls sur les réseaux sociaux. Eh bien, Emmanuel Macron, lors de sa visite au Cameroun, à Yaoundé, et plus tard même face à ses ambassadeurs à Paris, a bien dit que ces médias sont au service de la France et que les ambassadeurs français doivent pouvoir utiliser ces médias-là pour contrecarrer la propagande russe et donner la position de la France. Oui, mais maintenant, vous avez posé la question par rapport aux médias africains. Il y a des médias africains aujourd'hui, et Dieu merci, qui se multiplient, mais ils sont très faibles. C'est-à-dire que nous, par exemple, qui avons un positionnement panafricain, qui essayons effectivement de couvrir toute l'Afrique et le reste du monde pour apporter un autre son de cloche, comment voulez-vous que nous puissions concurrencer des médias qui sont financés par des fonds publics? Nous, on est une chaîne privée. Si je vous donne des chiffres, par exemple, vous allez halluciner. Quand vous voyez tout ce que l'État français met pour le service public des médias français à destination de l'étranger, on est aux environs de 800 millions d'euros par an. Comprenez bien, et je parle bien d'argent public. Et j'ai suivi la première partie de vos débats où vous parlez justement de la gestion de la publicité, parce que non content d'avoir cet argent-là, ces médias sont encore en Afrique et ils gagnent des marchés publicitaires. Et on voudrait que Live TV puisse faire de la concurrence. Je pense qu'on se met entre guillemets le doigt dans l'œil et avec cela, on n'y arrivera pas. Et au niveau des réseaux sociaux, juste pour terminer avec ça, et au niveau des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, finalement, j'ai envie de dire qu'ils sont, ils font plus ou moins le contrepoids vis-à-vis de ces médias étrangers. Je le dis dans le livre, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, sauf que
Ne nous laissons pas piéger, ce ne sont pas nos instruments. Les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas non plus. Parce que vous remarquerez aujourd'hui que quand vous publiez sur Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, vous avez une forme de censure. Moi, par exemple, qui fais des chroniques sur Vox Africa, j'ai certaines chroniques qui sont bloquées sur YouTube parce qu'on estime qu'éditorialement, ça ne correspond pas à ce que les maîtres du monde qui détiennent ces instruments veulent avoir, justement. Point de vue. Et comment s'affranchir rapidement comment s'affranchir de tout ça? La question est simple. Il faudrait que nous puissions avoir nos propres instruments. C'est très important. Et les financer nous-mêmes. Oui, bien entendu, parce que si vous laissez quelqu'un qui a une mauvaise influence, que vous jugez être voyou ou malhonnête, parler à vos enfants, parler à votre femme, du matin au soir, il est évident qu'il finit par les influencer. La clé aujourd'hui, c'est que l'Afrique doit avoir ses propres instruments. Et ça, il faudrait que les pouvoirs publics, partout où ils sont, puissent l'entendre. Je vais peut-être, si vous permettez, parce qu'on est en Côte d'Ivoire, vous prendre un exemple pour vous montrer à quel point c'est grave de ne pas pouvoir avoir ses propres instruments. On a tous vécu, là je fais un peu d'histoire, même si ça peut être douloureux pour certains, la crise ivoirienne en 2010. Il y a un fait qu'on n'a pas suffisamment évoqué, dont je parle dans le livre, c'est qu'au plus fort de la crise, où le pays était divisé en deux, où vous avez les deux principaux leaders qui se battaient, il y avait une bataille de communication. L'ex-président Laurent Gbagbo contrôlait la radio-télévision ivoirienne, RTI, et Alassane Ouattara, à l'époque, avait créé au Golfe TCI, qui était à l'époque, disons-le, une télévision pirate. Ben écoutez bien, Canal+ s'est permis de retirer RTI de son bouquet de manière unilatérale pour remplacer par TCI. Mais là, il est clair que on ne peut pas dire... Il faut que je vous arrête là, c'est nous poser une question pour continuer. Non, si vous permettez que j'aille au bout, je veux dire c'est quelque chose de suffisamment grave, parce que vous voyez un acteur totalement étranger qui prend position et qui pose un acte, parce que le contrôle des ondes, c'est un acte de souveraineté. Daoud a réagi rapidement, monsieur. À ce niveau-là, parce que est-ce que, par exemple, Canal+, qui est d'un groupement français, en son temps, M. Laurent Gbagbo aussi avait retiré les groupes de Canal+, comme ça, RFI, qu'on appelle ça CFI, et toutes les chaînes du Quai d'Orsay, ils avaient brouillé les zones ici en Côte d'Ivoire. Et la communauté internationale avait dit que c'est M. Alassane Ouattara qui avait gagné. Est-ce que ce n'est pas pour ça, puisque l'ONU même le Daouda. Si vous me permettez, je réponds rapidement à M. Daouda. J'ai une question. Oui, mais je veux dire que ce n'est pas vraiment ce pourquoi nous sommes là. S'il vous plaît. Non, on va ne vous revenir me au prenez corps. pas, c'est le cœur. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, on a souvent peur d'évoquer certains sujets. Non, ça n'a rien à voir, M. Domtier. Vous êtes sur le plateau et on dirige le plateau. Sa question est pertinente et j'aimerais lui répondre. Mais je souhaiterais, il ne nous reste pas assez de temps. Vous allez rapidement répondre et on va terminer avec Herman. Alors, je vais répondre à M. Daouda. Écoutez, M. Daouda, ce n'est pas la communauté internationale qui dirige la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est un État souverain, le président de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui en l'occurrence M. Ouattara, peut décider de fermer toutes les chaînes de télévision étrangères. D'ailleurs, ceux qui veulent parler de liberté d'expression sont les mêmes. Vous vous rappelez qu'il y a récemment, on a fermé Russia Today, Sputnik dans toute l'Europe. Donc, un chef de l'État peut estimer, comme c'est le cas aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qu'il ne veut pas un média sur son sol. Est-ce qu'eux aussi ont le droit de dire qu'ils n'ont pas besoin de ce média sur notre bouquet? Par réciprocité. On vous a compris. Herman réagit rapidement. On n'a pas le temps pour développer ça. Ce n'est même pas une réaction. Ce débat-là, comme je suis plus ou moins un acteur de cela, je ne veux même pas l'évoquer ici. On ne va pas revenir sur ton histoire à chaque fois sur les plateaux de télé. Rapidement, Herman. Si on n'a rien à dire, on va passer à autre chose. On entend souvent les médias français utiliser ce thème-là de sentiments anti-français. Vous qui êtes politologue, qui travaillez sur la thématique des médias depuis 20 ans, qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je pense que parler du sentiment anti-français, c'est de manquer de respect. Ce n'est pas une affaire de sentiment. La relation que l'Afrique a avec la France aujourd'hui dépasse le sentiment. On n'est pas dans une affaire d'émotion. Ils veulent nous renvoyer dans les émotions. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une génération d'Africains qui a totalement décidé de rejeter une certaine façon de faire de la France, de la France politique. Et ça, on l'exprime à travers justement différents canaux. Merci beaucoup. Je vous invite donc à retrouver notre invité, homme de médias et politologue camerounais, voilà, dans les librairies avec ce livre, Médias comme instrument de politique étrangère en Afrique, analyse de la guerre informationnelle. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Bonjour les enfants, c'est papa. Je tenais à vous présenter ce digne membre, ce digne fils du Bloc populaire.
je tenais à vous présenter cette référence. Cette référence parce qu'il est important que vous compreniez que nous ne construirons pas notre lutte sans des soldats de qualité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le deuxième podcast de la journée était spécialement dédicacé à mon ami, mon frère, Jules Domché. Le plus important, c'est ça, c'est de savoir que nous savons sur quoi nous comptons. Nous savons sur qui nous comptons. Nous avons la matière grise, nous avons l'intelligence, nous avons les hommes capables de porter les projets et nous avons des hommes capables d'écrire notre propre histoire, avoir notre propre narratif. Et si le bloc populaire ne se permet pas d'avoir son propre narratif, la propre écriture de son histoire lui sera toujours racontée par d'autres personnes. Et comme disait Jules Domché, si vous ne vous dotez pas de vos propres instruments pour mener votre campagne, alors vous êtes dans les problèmes. L'une des raisons pour lesquelles nous tenons la route, c'est parce que nous nous sommes dotés de notre instrument qui est la clinique, avec les limites qu'il a. Et là, vous avez les Jules Domché qui créent encore des instruments beaucoup plus importants, moins dépendants et beaucoup plus performants. Merci Julio d'être passé à la clinique, dit bonjour à papa, ça nous a fait un plaisir à tous les enfants. Partagez, donnez de la force. C'est un frère, c'est Jules Domché, c'est le bloc, c'était papa.